quand j'étais gamin, je faisais des imitations. Et, et alors en fait, j'imitais souvent en fait, des imitateurs. C'est-à-dire qu'il y avait, je me souviens, il y avait les Guignols de l'info qui passaient à la télévision. Je ne comprenais pas trop tout ce qu'ils racontaient. Mais j'aimais bien les voix qu'ils faisaient. Et du coup, je me mettais à les imiter. J'avais compris qu'un enfant avait une faculté à imiter des voix plus importante que les adultes. Et alors, je m'étais dit, il faut que j'en profite parce qu'un jour, ça partira. Et donc, je me souviens, j'avais fait une petite liste de gens que je pouvais imiter. Mais en fait, j'imitais les imitateurs des Guignols. C'était un peu de l'imitation au carré, quoi. Et il y avait aussi un autre métier que j'aimais bien. Peut-être j'aurais dû faire ça, d'ailleurs. C'était animateur télé. Bon, j'avais un rapport à la télé qui était assez fort, comme tous les gamins des années 90. Animateur télé pour des talk-shows. Je trouvais ça intéressant parce que dans les talk-shows, on pouvait passer d'un sujet très sérieux à quelque chose de très futile. Et voilà, j'aime bien la variété qu'il peut y avoir dans des émissions où des galeries de gens passent et se forment. Voilà. Il n'y a pas eu de déclic. Quand j'étais gamin, je faisais des spectacles, comme beaucoup d'enfants font ça. Des spectacles de marionnettes, je me souviens, je faisais des spectacles avec des Playmobil, enfin bon, voilà. Et un jour, il y avait un atelier à côté de chez moi, j'habitais en banlieue parisienne, à Arcueil. Il y avait un atelier, et puis j'y suis allé, et j'ai commencé à faire du théâtre là-bas. Et une fois que j'ai mis le pied dedans, j'ai senti que ça m'intéressait. J'étais au collège, hein, c'était des ateliers amateurs, quoi. Mais sur des textes qui étaient intéressants, le professeur était un ancien acteur du Théâtre du Soleil, de la grande époque du Théâtre du Soleil. Et c'était un réfugié politique iranien, avec une autre tradition de jeu. Et une fois voilà, que je suis arrivé là-bas, au collège, en 6e, une fois que j'ai pris un atelier une fois par semaine, j'ai jamais arrêté. Donc, il n'y a pas eu un déclic, on n'est pas des machines, donc c'est plutôt un mouvement qui se fait comme ça. Pourquoi j'ai été attiré par ça et pas par autre chose. Peut-être aussi que je fais des pièces un peu pour élucider ça. Le jour où j'aurai la réponse, j'arrêterai ou je ferai autre chose. Solitaire, parce que bon, je n'aime pas les mots d'ordre, je n'aime pas les slogans. J'ai un peu peur de la foule, pas au sens matériel du terme, mais au sens, vous voyez, quand la foule parle d'une seule voix. Hein, tout ce qui uniformise m'effraie. J'aime bien les singularités et je crois à la mienne, comme peut-être tout le monde. Je préfère être seul, mais seul, ça veut pas dire comment. On peut être seul et entouré. Critique aussi, je pense, parce que je conçois la critique comme un jeu. Exercer son esprit critique, c'est aussi jouer avec la personne ou l'objet qu'on a en face de soi. Et c'est aussi entamer un dialogue quand on émet une critique. La critique est souvent mal vue parce qu'on dit que les gens qui sont critiques, c'est forcément négatif, alors qu'on peut justement... La critique, c'est une manière aussi de construire une relation avec l'autre. Puis j'aime bien faire chier aussi un peu parfois, donc, ou qu'on me fasse chier, j'aime bien ça. Et puis je suis rieur aussi, voilà. Tout me fait rire, ça c'est vrai que je sais pas d'où ça vient, mais beaucoup de choses me font rire, les gens me font rire, les objets me font rire, les situations me font rire. J'ai le rire facile et l'autodérision aussi facile. Et pour moi, le sens de l'humour est une boussole, c'est-à-dire que je pense que quand on n'a plus ça, quelque chose est terminé. En fait, c'est difficile de faire une longue liste comme ça, et j'aime pas les listes, mais je dirais les œuvres d'art. Quand ça m'arrive de rencontrer une œuvre d'art, forcément, c'est un choc.
Sauf que les œuvres d'art, il n'y en a pas beaucoup. Et on est obligé, bon ça c'est le métier un peu, enfin le métier, l'activité de spectateur, de passer par plein de choses qui prétendent être des œuvres d'art, qui n'en sont pas, avec lesquelles on s'ennuie. Il faut quand même admettre que l'ennui est une composante importante d'une activité de lecteur ou de spectateur de théâtre ou de cinéma ou de visiteur d'exposition. Mais de temps en temps, on tombe sur une œuvre d'art. Et je considère que c'est rare. Il y a quelque temps, j'ai vu un film de Duras à la Cinémathèque de Marguerite Duras, qui s'appelle Son nom de Venise dans Calcutta désert. J'ai eu l'impression d'être face à du cinéma. Comme je n'en avais pas été depuis longtemps. Enfin, voilà, je me suis dit, tiens, j'aime les formes, moi. Alors, ce film-là m'est apparu comme... il y avait une forme que je n'avais pas vue ailleurs. Ou, bon, je connais bien le cinéma de Duras, mais... voilà, donc ça c'est un... Je dis ça, c'est pas préparé, je dis ça comme ça parce que c'est un choc qui m'est resté. Ça fait, je sais pas, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que c'est une réponse. Alors, bon, je crois qu'il faut que j'admette que j'ai été assez, ou je suis assez obsédé par le corps et par la sexualité. Bon, le corps, ça peut se comprendre parce que finalement, quand on s'intéresse à la scène, on s'intéresse à des corps. Parfois, j'essaie... Bon, la voix, c'est du corps aussi, hein, donc le corps, c'est aussi un monde quand même très large, voilà. Je reviens toujours à ça, mais dans la vie, je suis aussi intéressé par les corps. Je suis très sensible au corps des autres et on va dire aux événements corporels ou organiques. La sexualité est un terrain assez, je ne sais pas comment le dire, polymorphe, extrêmement singulier, en fait. Je peux associer aussi, parce que ça c'est une chose qui m'a intéressé et qui est liée à la sexualité, qui sont les perversions. Les perversions, et les perversions sexuelles, m'intéressent beaucoup. Soit dans la vie, soit parce qu'on me les a racontées, donc par l'imagination. Ça a été une bouffée d'air pour moi. Ça a été une bouffée d'air pour moi parce que ce qui échappe à la norme de manière sauvage est un endroit pour moi d'attraction. Je continue ce travail-là, qui est un travail aussi d'investigation et de pièce en pièce, c'est vrai, ou de texte en texte. Je reviens un peu... Bon, mais qui n'est pas obsédé par la sexualité? Qui n'est pas obsédé par le sexe? Quand quelqu'un ou quand une œuvre me parle du corps ou de la sexualité, j'écoute. Je me suis rendu compte de ça, parce que je vois ça parfois dans les expositions. Parfois dans les expositions, quand il y a des œuvres qui touchent à la question du corps ou de la sexualité, je les regarde plus. Quand on essaye de faire de l'art, on essaye quand même, c'est la première chose, de capter l'attention de l'autre. Donc, moi, c'est ce qui me fait tenir, peut-être dans tous les sens du terme. Alors, rien. Rien. C'est-à-dire que ça, on me pose inlassablement la question, qu'est-ce que le théâtre pour toi? Qu'est-ce que la danse pour toi? Il y a une année, on m'a demandé quel est le synonyme pour toi du mot danse? Bon, et je réponds invariablement rien. Mais parce que c'est pas une moquerie, je pense que le spectacle vivant, ou le théâtre, ou la danse, je pense que c'est rien. Et rien, c'est pas une manière de faire diversion, c'est juste un mot que j'aime bien, parce que quand on dit que c'est rien, c'est aussi ce qui est indéfinissable, ce qui ne se définit pas. Donc, je continuerai à répondre ça. Je préfère collaborer, ou je préférerais collaborer avec des gens qui ne sont pas des artistes. Il y a quelques années, j'avais fait une pièce, et donc j'avais eu une collaboration, très courte sans doute, mais qui m'avait marqué, avec Pierre Bellemare,
qui est décédé aujourd'hui. Mais Pierre Bellemare n'était pas quelqu'un qui venait du théâtre, mais plutôt de la télévision, plutôt de la radio, plutôt des médias. On en revient un peu à ce que je disais avant. J'avais été très intéressé de travailler comme ça sur un temps court avec cette personne, et j'avais beaucoup appris de lui. Et en fait, les gens qui viennent de la télé ou de la radio, on pense, bon, bien sûr, qu'ils n'ont aucune compétence pour faire des choses artistiques, et c'est pas du tout vrai, et d'autant qu'ils ont d'autres compétences que nous, on n'a pas forcément. Puis moi, j'aime bien les figures aussi. Il y a quelques années, j'avais fait une pièce qui tournait autour de Fleur Pellerin, à l'époque où elle était ministre de la Culture, et à un moment donné, j'avais eu envie d'écrire un récit de rêve pour Fleur Pellerin. J'avais trouvé que c'était une excellente idée. Elle n'était plus ministre à l'époque. Alors ça, c'était un fantasme, mais que je pensais pouvoir concrétiser. Et je m'étais dit, bon, ben voilà, je lui explique un peu le principe. C'est quelqu'un qui se prête au jeu assez facilement, semble-t-il. C'est pas forcément dégradant, ni pour elle, ni pour son image. Donc je lui écris un rêve, et elle vient, dans cette pièce courte, à un moment donné, dire un texte que j'ai écrit. Et je trouvais ça surréaliste que la vraie Fleur Pellerin arrive. Bon, j'avais tenté un peu de la contacter comme ça, et puis bon, elle n'a jamais donné suite, ou c'est jamais arrivé. C'est plutôt ce type de collaboration qui m'intéresserait. Quelqu'un qui m'a bien fasciné ces derniers temps, mais bon, qui arrive un peu en fin de course, c'est Rachida Dati. Bon, maintenant, la course à la mairie de Paris est un peu terminée, donc voilà. Mais dans le temps de cette élection municipale, Rachida Dati s'est révélée être une excellente actrice. Enfin, je lui trouvais des qualités d'actrice, mais c'est pas uniquement ironique, hein, je lui trouvais des vraies qualités de comédienne, cabotine, très forte dans la surenchère aussi, et son récit aussi personnel, son histoire personnelle de femme battante, combattante, forte, me semblait intéressant. Je pense que, voilà, bon, c'est un peu peut-être un vœu pieux, mais si Rachida Dati acceptait de dire un texte que j'ai écrit, ou que je la filme, ou qu'on fasse de la lumière comme ça sur son visage, je pense que ça pourrait être très beau. Alors je les aime toutes, et je n'en renie aucune, mais s'il y en a une dont je peux parler là, parce qu'elle peut faire écho à ce qu'on dit, c'est une pièce que j'ai créée en 2016 et qui s'appelle « Témoignage d'un homme qui n'avait pas envie d'en castrer un autre ». Elle a été marquante parce que je dirais que c'est une pièce qui m'a appris, qui m'a beaucoup appris. C'est étonnant, en général, on ne pense pas forcément apprendre de ces objets, mais c'était une pièce aussi qui s'est faite avec une personne qui, tout à l'heure je parlais de perversion, je parlais de sexualité, c'était une personne qui avait une pratique sadomasochiste. Moi je ne considère pas ça comme une perversion, mais on peut dire que c'est une pratique qui échappe à une norme. Bon. Cette pièce approchait quelque chose de lointain par rapport au public, mais l'approchait de manière assez sensible et permettait de comprendre cet autre endroit de la sexualité. C'est toujours gagné, c'est un peu bête de parler comme ça, mais quand on peut comprendre un ailleurs, quand on peut comprendre quelque chose de très loin. Moi-même, parfois, je me sens très loin des autres, et quand j'ai le sentiment qu'ils me comprennent un tout petit peu, je me dis « Ah, c'est bien, finalement, je suis du même monde ». C'est une pièce qui entremêle deux récits ou deux situations. Une première situation qui est plutôt celle de la conférence sur le crime, sur les faits divers, sur les criminels, sur les meurtriers, donc sur des êtres aussi qui nous échappent et qui fascinent parce que tout le monde essaye de les comprendre ou de comprendre pourquoi ils ont fait ce geste limite que nous ne ferons pas tous. Et il y a une autre situation et un autre récit qui est une sorte
d'histoire d'amour, de romance un peu surréaliste entre un enquêteur et une médecin légiste. Ces deux personnages ou ces deux voix sont aussi deux manières de s'intéresser au corps mort. C'est-à-dire que quand on est un enquêteur et qu'on s'intéresse, qu'on enquête sur des affaires criminelles, on est plutôt quand même dans le langage. On est dans l'interrogatoire, on est dans la déposition, on est dans le mental aussi, dans la résolution de l'énigme. Bon. Or, quand on est médecin légiste, bon, c'est un maillon de la chaîne beaucoup plus circonscrit, mais on est face au corps de la victime, pas celui du meurtrier, mais on est face au corps réel. Et le ou la médecin légiste essaye de reconstituer aussi une histoire et des faits à partir d'un corps, à partir de blessures, à partir de plaies, à partir d'ecchymoses, de saignements. Voilà, cette pièce articule ces deux manières, on va dire, d'appréhender le corps mort, une par le langage, une par une confrontation beaucoup plus directe avec le corps. Cette pièce s'est écrite, en tout cas le texte ou l'idée de départ, de manière, ça je peux le raconter parce que j'aime bien ça, de manière très surréaliste, vraiment. C'est-à-dire que c'était pas une écriture préméditée, c'était un moment où je végétais un peu, je m'endormais un peu sur moi, et en fait, ce projet, cette pièce a commencé à s'écrire tout seul. Voilà. Dans une forme, j'allais dire, de demi-sommeil ou de demi-conscience, enfin, entre l'éveil et le sommeil. Et après, je l'ai oublié. Et après, quand il a fallu faire une pièce et reprendre toutes les notes, tous les trucs qu'il y a, tout ce qu'on produit, bon, j'étais avec Élise Simonet, qui est une collaboratrice artistique avec qui je travaille depuis longtemps, et j'ai exhumé ce truc-là, et puis j'avais oublié que et puis je l'ai redécouvert, et je pouvais dire que je trouvais ça pas mal, parce que j'avais pas l'impression d'en avoir été l'auteur ou l'initiateur. Voilà. Et ça, je peux dire, peut-être ça peut faire écho à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, que c'est vrai que je m'efforce, je ne dis pas que je réussis toujours, mais je m'efforce à faire des choses qui m'échappent. Et si elles peuvent un tout petit peu échapper au spectateur, ça me convient aussi. En tout cas, les projets de création que je mûris en ce moment, j'espère pouvoir les faire avec des lieux qui auront envie de s'aventurer dans ces formes-là. On voit de moins en moins de formes sur les plateaux. On voit de moins en moins de formes. Du fond, enfin, des messages, des tribunes, des revendications, des grandes déclarations, oui, on en voit beaucoup. Mais des formes bizarres, étranges, on n'en voit pas beaucoup, il me semble. En tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup. Pour plein de raisons. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent aux formes. Peut-être parce que aussi faire des formes, ça prend du temps. Et que des formes, on n'en fait pas comme ça en 30 secondes. Surtout dans la machine du théâtre. C'est un dispositif optique, ça demande de la lumière, ça demande parfois une scénographie, il y a du vivant qui n'est jamais toujours au même endroit. Donc faire des formes vivantes, c'est très compliqué. Je pense que faire des formes enregistrées, bon bah une fois qu'elle est là, la forme enregistrée, je dis pas que c'est facile, hein, mais une fois qu'elle est là, elle est là. Hein. Et au théâtre, la forme vivante, faut toujours la refaire, faut toujours l'affiner. Bon, il y a une infinité de paramètres quand même à gérer. Et tout ça, ça demande du temps. Et ça demande effectivement aussi de l'argent. Et j'estime que dans le paysage voilà, artistique, enfin du spectacle vivant, dans l'écosystème dans lequel on est, il y a peu de lieux et il y a par conséquent peu de gens qui vraiment soutiennent, encouragent et appellent de leur vœu cette expérimentation formelle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire. Et
j'essaye de faire quand ça me semble nécessaire. Et ce que j'aime en tant que spectateur, au-delà de la qualité artistique du projet, c'est de voir la nécessité qu'il y a à faire cette pièce, ou qu'il y avait à faire cette pièce, pour la personne qui est sur scène. Ça me touche. Même parfois, une pièce qui ne m'intéresse pas plus que ça, si je sens qu'il y a une nécessité, ça tient à rien, à quoi ça tient, on ne sait pas, hein, mais si je sens qu'il y a une nécessité pour la personne, que ça devait être comme ça et pas autrement, ça me touche et j'en prends acte. Donc je m'en souviens.